Bienvenue dans ce nouveau numéro de PAF masqué. Ben oui, c'est la situation sanitaire qui le veut, qui l'exige. Un PAF consacré à la politique de la ville, à l'éducation, au quartier et aux cités éducatives. C'est-à-dire ces nouvelles structures qui mettent en avant justement l'éducation dans les quartiers. Et pour en parler, je suis avec Catherine Arénou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la maire de Chanteloup-les-Vignes. Vous êtes aussi la présidente d'Activity. Activity, en un mot? En un mot, c'est l'agence d'insertion des Yvelines. Vous savez que les départements ont la compétence insertion, la prise en charge vers l'emploi, c'est ça l'insertion, des bénéficiaires du RSA entre autres. Et donc cette agence qui a été créée 2015-2016 et qui actuellement a mis à l'emploi un peu plus de 3000 bénéficiaires du RSA. Nous sommes aussi avec Raphaël Sodi. Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur le préfet. Vous êtes préfet pour l'égalité des chances auprès du préfet des Yvelines. Absolument. Là aussi, je vais vous demander, parce que peut-être que les gens ne savent pas ce que c'est qu'un préfet à l'égalité des chances, délégué à l'égalité des chances. C'est un préfet. C'est un préfet d'abord. Qui est compétent pour trois grandes thématiques. La politique de la ville, d'abord, l'insertion sociale des personnes en difficulté et la lutte contre les discriminations. Grosso modo, c'est les trois grands domaines d'intervention du préfet délégué à l'égalité des chances. Et il y en a maintenant, depuis 2020, dans tous les départements d'Île-de-France, à l'exclusion de Paris, qui a une organisation particulière, mais donc dans les 7 départements d'Île-de-France. Et vous êtes en poste depuis juillet 2020. Ah oui, je suis le premier préfet délégué pour l'égalité des chances dans les Yvelines depuis juillet 2020. Formidable. Et puis nous sommes en visio avec Séverine Poncet-Olivier. Bonjour. Bonjour. Bonjour, vous êtes chargée de mission éducation aux médias et à l'information au CLEMI. Vous êtes la coordinatrice académique du CLEMI, de l'Académie de Versailles. Et au fond, vous vous occupez justement de l'éducation à l'information dans les classes des collèges et des lycées. Hein. Voilà, alors plus précisément de l'éducation aux médias et à l'information, donc qui inclut toutes sortes de médias numériques en particulier. Voilà, on organise toute l'éducation aux médias pour les établissements des 4 départements de l'Académie de Versailles. Et puis dans quelques instants, nous serons rejoints par Mustapha Larbaoui, qui est le président des missions locales pour l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Alors, on va évidemment parler beaucoup d'éducation, de la cité éducative de Chanteloup-les-Vignes, qui sera la première peut-être cité éducative qui existe, qui sera en tout cas qui verra le jour, je crois, en 2024. C'est ça. Hein. Mais peut-être avant, on va commencer par un peu d'actualité. Et la première actualité, évidemment, c'est le confinement. Alors, je vous pose une question un peu générale. Comment se passe au fond ce confinement? Quel retour vous avez? On a l'impression qu'il est assez différent du confinement du mois de mars. Oui, il est très différent pour 2 raisons. D'abord parce qu'il est moins violent. Vous savez que c'est toujours moins violent de vivre quelque chose qu'on connaît plutôt que de partir dans l'incertitude. Donc il est, pour la première semaine, en tout cas moins violent. Puis la vraie différence pour nous, c'est que les enfants, les collégiens et les lycéens vont dans leur lieu de scolarité et qu'on voit tout de suite que ça ne désocialise pas, puisque ça avait été une de nos problématiques extrêmement importantes, la désocialisation des enfants, donc des familles. Et là, on voit que la relation se fait, se continue, la relation à l'enseignant se continue, la relation entre parents et enseignants se continue, elle n'est pas virtuelle, elle est réelle. Et je pense que ça va vraiment changer ce confinement-là. Vous aviez dit d'ailleurs au premier confinement, le risque de ce confinement, c'est le creusement des inégalités sociales. Alors, c'est un risque qui existe évidemment toujours, parce que le confinement ne se vit pas partout de la même façon. Mais peut-être qu'on a pris des leçons du premier. Peut-être, je l'espère. En attendant, les inégalités se sont creusées. Les gens sont devenus plus précaires, plus pauvres. Beaucoup de petits boulots n'ont pas été reconduits. Il y a des gens qui ont perdu leur emploi parce qu'ils étaient en CDD. Et puis les enfants ont creusé l'inégalité. Alors pas sur tous les territoires, pas de la même façon partout, mais dans nos quartiers en politique de la ville, oui, ils ont été plus éloignés pour plein de raisons. Hein. Quelquefois l'apprentissage de la langue française, quelquefois l'électronisme, hein, la relation difficile dans un monde virtuel, la non-capacité des parents à accompagner. Alors c'est pas vrai partout, et moi je pourrais vous dire que c'est pas vrai chez nous, puisque
la cité éducative, l'objectif cité éducative et l'organisation cité éducative qui existe chez nous depuis janvier 2019 et qui s'est concrétisé par un vrai travail là, cette année en 2020, a permis de ne pas perdre d'enfants, ou pratiquement pas, dans ce temps de confinement. Monsieur le préfet, justement, c'est une préoccupation évidemment et pour la préfecture et pour vous. Ce confinement et pour certains quartiers. Absolument, c'est une préoccupation. On redoute beaucoup que ce confinement entraîne une aggravation des inégalités sociales. Et c'est vrai que le maintien de la scolarité des enfants constitue un phénomène qui rend le confinement moins dur et moins radical pour les personnes qui y sont confrontées. Dans les quartiers en politique de la ville, on est très attentif aussi au risque que ce confinement prive des personnes de revenus auxquels elles ont accès, d'accès aux besoins essentiels. On met en place, on renforce les distributions alimentaires, on renforce l'ensemble de l'accès aux soins de première nécessité, parce que c'est une des problématiques qu'on avait eues lors du premier confinement, des personnes qui étaient confrontées à une difficulté d'accéder à des besoins et à des services essentiels. Là aussi, même si vous n'étiez pas encore en poste lors du premier confinement, il y a peut-être eu un savoir-faire qu'on a acquis. Il y a eu un apprentissage, et puis c'est le côté un peu bizarre de ce deuxième confinement, c'est qu'à la fois on a appris beaucoup du premier, donc on a corrigé des choses qui étaient peut-être un peu excessives dans le premier confinement, on anticipe mieux les difficultés, et en même temps, comme c'est une répétition, on sent qu'il génère une angoisse supplémentaire. Quand est-ce que tout ça va s'arrêter ? Oui. Et notamment chez les commerçants, chez les entrepreneurs, il y a une vraie crainte de vivre comme ça dans un univers de stop and go permanent, ce qui génère beaucoup d'incertitudes et beaucoup de craintes. C'est vrai qu'on a un peu cette situation, toutes choses étant égales, des gens qui sont pris en otage. Vous savez, par rapport aux gens qui sont condamnés à une peine, quand on est condamné à une peine, on sait quand ça finit. Quand on est pris en otage, on ne sait pas. Et il y a un petit peu ce côté-là. Encore une fois, toutes choses étant égales. Hein. Je n'emploierai pas le terme de prise en otage. Non, il y a une incertitude. Mais c'est vrai que l'incertitude du temps est facteur sans doute de crainte et de stress. Enfin. La répétition de l'événement, du confinement, génère effectivement chez nos concitoyens une crainte, une question légitime. Quand est-ce que cela va s'arrêter ? Quand est-ce que tout cela sera terminé, qu'on pourra vraiment reprendre notre vie d'avant ? Évidemment, personne ne peut donner de réponse certaine. La réponse est compliquée à cette question. Moi, je me risquerai pas à des pronostics sur ce point qui dépendent beaucoup de facteurs. Alors, on a beaucoup parlé dans la presse de la nuit d'Halloween, notamment à Strasbourg et dans les Yvelines. Ça a été les deux points où, semble-t-il, il y a eu des heurts. Est-ce que c'est un peu exagéré? Est-ce que les informations qui sont parues là-dessus, on a parlé notamment de Chanteloup-les-Vignes, Catherine Hérénou. Oui, pour ce qu'on sait qui s'est passé sur notre territoire à Chanteloup, mais dans toutes les collectivités qui ont des quartiers politiques de la ville autour, ça a été très exagéré. Mais je vais me lâcher. Les médias attendent avec impatience cette journée d'Halloween pour pouvoir dire que c'est exagéré. Donc là, elles sont dans leur cœur de métier. Moi, je pense qu'il faut être dans ces périodes de confinement plus qu'ailleurs, alors que la seule relation entre une partie de la population et la réalité, c'est les réseaux ou les médias officiels. Les réseaux sont, on le sait, extrêmement compliqués à manœuvrer. Par contre, les médias officiels doivent être très très attentifs au fait qu'on ne peut pas augmenter sans arrêt ou donner une impression plus grande que la vraie réalité dans cette période où les habitants se côtoient moins, ont le sentiment de la vraie réalité et ne l'ont qu'à travers une radio ou une télévision. Donc je pense que pendant le temps du confinement, on a quelques obligations encore plus importantes, nous, dans ce que nous disons, et vous, les médias, dans ce que vous rapportez. Donc vous pensez, oui, c'est ça, qu'il devrait y avoir une plus grande responsabilisation des médias. Et c'est vrai que vous n'avez pas tort, comme ça, il y a des passages obligés dans la presse, ce qu'on appelait autrefois des marronniers, et ça revient chaque année, hein, c'est vrai. Pour être clair sur le week-end d'Halloween dans les Yvelines, qu'on redoutait beaucoup, il y a eu 10 véhicules, une dizaine de véhicules incendiés et une dizaine de feux de poubelle. Alors c'est beaucoup trop, il faudrait qu'il n'y en ait aucun. C'est en même temps pas un département à feu et à sang. Donc il faut trouver l'équilibre dans la communication, d'autant que les gens se nourrissent aussi de la communication qu'ils voient dans la presse pour décrire la situation. Oui, c'est ça, il y a une sorte d'émulation à travers la communication médiatique. Donc il faut garder la mesure des choses. Les choses étaient sous contrôle pendant le week-end d'Halloween dans les Yvelines.
Séverine Poncet-Olivier, justement, Catherine Arenoux parlait justement de cette différence entre les réseaux sociaux et la presse. Alors, on en reparlera tout à l'heure hein, de cette éducation aux médias, mais c'est un des points essentiels, hein, justement, que vous enseignez aux enfants, enfin aux élèves. Oui, effectivement, dans notre mission, il y a toute cette partie qui va consister à comprendre comment fonctionnent les réseaux sociaux, comprendre qu'il y a certes de l'information, mais aussi beaucoup de désinformation ou simplement du divertissement. Et la mission des enseignants, en tout cas, c'est de leur apprendre à se repérer là-dedans, à hiérarchiser et à comprendre, parmi toutes les informations qu'ils reçoivent dans tous ces canaux, à savoir identifier la bonne information. Alors, pour en finir avec le confinement, il y a eu ce débat sur les commerces essentiels, pas essentiels. Des maires ont pris des arrêtés qui étaient en contradiction avec ce que demandait le gouvernement. Vous en avez pris vous-même? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Donc, Eh bien, jusqu'à preuve du contraire, le maire ne peut pas s'opposer à une décision qui lui est supérieure. eh bien, Surtout lui qui est théoriquement le représentant de la loi sur son territoire. Eh bien justement, nous allons faire le point là-dessus, le point juridique là-dessus avec Vincent Couronne. Vincent Couronne est le fondateur d'un mouvement qui est docteur en droit, qui est fondateur du mouvement des surligneurs, qui justement donne des précisions juridiques sur un certain nombre de débats. Et il va nous expliquer justement ce qui se passe en matière de commerce, d'ouverture de commerce non essentiel et de certains arrêtés de municipaux. Bonjour à tous, cher Patrice. Aujourd'hui, je vais vous parler des arrêtés anti-fermeture des commerces non essentiels. Vous savez, ces arrêtés qu'ont pris des maires comme à Béziers, à Brive ou encore à Limay, à côté de Mantes-la-Jolie, pour permettre aux commerces fermés par le confinement de rouvrir. Eh bien, ces arrêtés sont illégaux. Pourquoi ? Parce qu'en France, lorsque le gouvernement décide, eh bien, les maires ont l'obligation d'exécuter l'ordre. C'est bien normal. C'est ce qu'on appelle la hiérarchie des normes qui fait que la France est un État et non pas juste une agrégation de communes. L'autorité de l'État s'impose donc tout entière sur l'ensemble du territoire et si l'État dit que la librairie doit fermer, le maire ne peut pas l'autoriser à ouvrir. Mais la police municipale, elle sait que l'arrêté est illégal. Parce que dans une situation où de tels arrêtés ont été pris, eh bien, il y a des confusions. Quel ordre le commerçant doit-il respecter ? Le décret du gouvernement qui impose le confinement ou bien l'arrêté du maire qui l'autorise à ouvrir ? Et comme la police municipale sait que cet arrêté est illégal, elle doit donc appliquer le décret et verbaliser les commerces non essentiels qui ouvrent. Notre libraire peut donc plaider l'ignorance. Le code pénal prévoit en effet que n'est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit, qu'elle n'était pas en mesure d'éviter pouvoir légitimement accomplir l'acte. L'amende pourrait donc être annulée. Mais toute cette confusion créée par des maires qui, tantôt, ont voulu s'opposer au gouvernement pour des raisons de politique politicienne, tantôt ont voulu attirer l'attention sur une vraie question de survie des petits commerces face à la grande distribution, toute cette confusion est en train de se dissiper, car depuis quelques jours, tous les tribunaux administratifs saisis suspendent un à un les arrêtés municipaux anti-fermeture des commerces, car il s'agit bien de décisions illégales. Et ces suspensions ont au moins un mérite, rappeler qui est le premier responsable de la gestion de la crise sanitaire, le gouvernement et non pas les maires. Voilà un point très clair. Merci beaucoup Vincent Couronne. Une réaction, monsieur le préfet ? Le point était très clair. Effectivement, les arrêtés qui sont pris sont illégaux. Donc, ils sont immédiatement déférés par la préfecture au tribunal administratif qui immédiatement les suspend. Donc, non seulement c'est illégal, ça envoie un mauvais signal. On a besoin, je crois, de cohésion autour des règles sanitaires. On est face à une épidémie dont on a dit qu'elle est angoissante pour nos concitoyens. Donc, il faut que tout le monde tire dans le même sens. Et puis, ça ne sert à rien, parce que c'est immédiatement suspendu. Donc vraiment, ce sont des arrêtés qu'il ne faut pas prendre. Madame le maire. Oui, les élus locaux ont d'autres moyens que de faire de l'illégalité. Ils sont les premiers concernés par la vie économique de leur territoire et ils ont capacité, parce qu'ils existent, parce qu'ils sont en nombre, parce qu'ils ont des associations d'élus, de faire remonter un certain nombre
d'incompréhension ou de proposition. Ça, c'est complètement notre rôle. Là, on est complètement dans le rôle de vous avez pris une décision sur le plan national, localement, voilà les risques, et nous remontons vers le gouvernement pour essayer de lui faire comprendre les problèmes de proximité. Et à mon avis, c'est beaucoup plus efficace que d'être dans l'illégalité et de donner le sentiment aux habitants, tous les habitants, commerçants ou non, qu'il suffit comme ça d'un claquement de doigts pour s'opposer à une décision nationale, ce qui, de toute façon, sur le plan de l'éducation aussi civique, n'est pas très bonne. Absolument. Vous avez raison. Après, ça n'empêche pas qu'on peut être en désaccord sur telle ou telle mesure. C'est tout à fait autre chose, ça. Pour ça, il y a un dialogue qui est entre les maires, le préfet, pour discuter lorsque une décision paraît mal adaptée, ce qui n'est pas le cas en plus. Il n'y a pas eu beaucoup de cas dans les Yvelines, me semble-t-il, si. Il y a 2 cas, à ma connaissance, dans le département des Yvelines d'arrêtés qui ont été contestés et qui ont été annulés. Annulés par le tribunal administratif. Alors, ce premier point d'actualité, c'était donc le confinement. Il y en a un autre qui était important, c'était la rentrée scolaire. Et puis après, on abordera la cité éducative. Hein. Donc, la rentrée scolaire. Alors, rentrée scolaire, comment ça s'est passé, par exemple, chez vous? C'est vrai qu'il y avait cette tension après l'assassinat de Samuel Paty à Conflans-Sainte-Honorine. Il y avait beaucoup de craintes sur la façon dont la rentrée pouvait se passer, peut-être une certaine appréhension des professeurs. Comment ça s'est passé chez vous? Alors plutôt bien, mais il faut savoir que le corps enseignant, dans sa totalité, c'est-à-dire qu'il soit pour le primaire, maternelle ou collège ou lycée, était très inquiet, et à juste titre, de cette rentrée qui cumulait 2 difficultés, une difficulté sanitaire et une difficulté d'ambiance terroriste avec un enseignant qui avait été touché. C'était, moi je pense que pour le corps enseignant, je pense qu'il y a eu une succession d'erreurs. Pour le corps enseignant, il fallait à mon avis donner du temps au temps, puisque c'était quand même quelque chose qui avait besoin d'être réfléchi en groupe pour pouvoir être transféré vers les enfants, hein, vers une éducation des enfants. Et puis il y avait le deuxième problème qui était cette nouvelle donne sanitaire qui faisait qu'en plein confinement, les écoles fonctionnaient, mais qu'à partir de 6 ans, les enfants portaient un masque. Ce qui est quand même pas anodin. Autant les collégiens s'y étaient mis depuis le mois de mai, autant pour les tout petits bouts de 6 ans, c'était pas obligatoirement facile. Il y avait beaucoup de familles qui n'avaient pas encore eu le temps de prévoir. Et pratiquement, il y a beaucoup de collectivités, en tout cas des collectivités en politique de la ville, moi j'en ai vu beaucoup, nous y compris, qui avons très vite, en 24 heures, commandé des masques pour enfants pour pouvoir les distribuer largement à toutes les écoles dès la rentrée du lundi, parce que c'était une inquiétude de plus pour les parents. C'est vrai. Mais vous avez raison, il y a beaucoup d'enseignants qui sont un peu pleins au fond, d'être un peu pris par le temps, de pas avoir pu discuter ensemble de la façon dont il fallait faire cette rentrée, reparler de ce qui s'était passé. Donc c'est compliqué. Séverine Poncet-Olivier, justement, est-ce que vous avez eu, alors c'est pas tout à fait votre métier, mais est-ce que vous avez eu du retour justement des enseignants sur cette rentrée, et est-ce qu'ils vous ont parlé de comment à la fois gérer et l'émotion et l'éducation? Alors oui, effectivement, enfin, on a eu des retours parce que c'est une rentrée qui a été très difficile, comme il vient d'être dit, pour tous. C'est un métier qui a subi beaucoup de pression depuis quand même quelques mois, qui reste voilà, assez dévalorisé, à qui on accorde assez peu de reconnaissance en général. Et là, on a mis beaucoup de poids sur les épaules des enseignants. Donc non, la rentrée n'a pas été facile, ça, c'est certain. Et on espère tous qu'après après ces semaines difficiles, on va redécouvrir un peu le rôle des enseignants, leur engagement en fait dans la transmission de toutes les valeurs de la République. Donc, comme d'habitude, ils font front, hein, quoi qu'il arrive. Leur métier leur apprend à faire face à des tas de situations, parce que voilà, être enseignant, c'est savoir faire face à tout. Je pense que le fait de n'être pas retourné en classe dès le lendemain du drame a permis vraiment d'apaiser la charge émotionnelle qui autour de cet événement, et les enseignants, alors pas collectivement mais individuellement, ont déjà pu réfléchir à comment parler aux élèves de ce qui s'était passé, trouver les mots, la façon de partager et aux élèves, de partager avec les élèves un message sur la liberté d'enseigner et la liberté d'apprendre.
Mais c'est certain que cette minute de silence, ça a dû être très, très chargé en émotion pour les enseignants. Est-ce que, Monsieur le Préfet, il y a eu de retours de minutes de silence qui ont été plus ou moins bien respectés? Tout s'est très bien passé dans un contexte qui était très difficile. Les professeurs étaient saisis d'effroi par la sauvagerie de l'attentat dont a été victime leur collègue. Le contexte sanitaire nouveau s'imposait à nous et aux enseignants. La situation sécuritaire dans le pays nécessitait une prudence particulière, donc 3 facteurs qui quand même contribuent à faire de cette rentrée un exercice excessivement difficile, duquel les professeurs se sont très bien tirés, et on n'a pas eu d'incidents qui nous sont remontés pendant les différentes minutes de silence qui ont été organisées. Maintenant, je veux dire aussi que la minute de silence qui a été organisée, qui était un instant de recueillement dans lequel les autorités de l'État étaient présentes d'ailleurs aux côtés des professeurs de Conflans, ce n'est pas la fin du dialogue et la fin de la réflexion autour de ce qui s'est passé. Dans le département des Yvelines, plus encore qu'ailleurs, c'est un événement qui nous a tous profondément marqués et qui continuera, je crois, de marquer durablement les enseignants et les élèves. Justement, Séverine Poncet-Olivier, le CLEMI, c'est l'éducation aux médias et à l'information. Évidemment, la question des caricatures, du droit d'expression, de la liberté d'expression, forcément va se poser aux enseignants qui dirigent ces classes. Alors, elle se pose déjà depuis longtemps, hein, parce que de toute façon, enseigner la liberté d'expression, c'est au programme de tous les élèves. Que ce soit en éducation morale et civique, en éducation média à l'information, en histoire géo, en français, on peut l'aborder dans différentes disciplines. Et partager les valeurs de la République, c'est de toute façon une des premières compétences des professeurs. Après, chacun a la liberté de choisir ses supports, ses méthodes pour enseigner. C'est ce qu'on appelle la liberté pédagogique. Donc, toutes ces questions peuvent être abordées, le son régulièrement. Et sur le choix des caricatures, voilà, chacun est libre de choisir son support. Mais ce qui est fait très régulièrement et le plus souvent, c'est qu'on ne présente pas comme ça une caricature sans aucun contexte. Toutes les questions autour de la liberté de la presse, de la liberté d'expression, tout ce qui garantit le bon fonctionnement de la démocratie, c'est abordé de différentes façons, par des exemples, par de la pratique, c'est-à-dire faire pratiquer aux élèves eux-mêmes la liberté d'expression, en faisant des dessins, en publiant des médias, tout en ayant bien conscience des limites de la loi et du fait d'être capable de repérer en fait tout ce qui outrepasse cette loi qui encadre la liberté d'expression. Il y a 3 domaines en fait qui sont importants. Protéger la liberté d'expression, c'est le rôle de l'État, du président de la République. L'expliquer, c'est le rôle des enseignants. Et puis publier, c'est le rôle des journaux. Et c'est peut-être pas toujours facile d'expliquer à des élèves qu'il y a 3 niveaux qui ne se confondent pas. C'est-à-dire qu'on peut protéger sans être forcément d'accord avec ce qui se publie. Et c'est peut-être ce qui dans certains, peut-être dans certaines religions, dans certains États théocratiques, est moins compréhensible. C'est ça qui est aussi compliqué hein, par des. Ouais, c'est le rôle des enseignants d'expliquer que la liberté d'expression n'a pas pour limite ce avec quoi on n'est pas d'accord. La liberté d'expression, c'est la liberté d'expression. Sa seule limite, c'est l'ordre public. Et le blasphème, la liberté de critiquer une religion ne fait pas partie des éléments qui peuvent restreindre la liberté d'expression. Il faut être très clair là-dessus. C'est un message qui est parfaitement compris par la très très grande majorité des élèves et des enseignants. Enfin, il n'y a pas là-dessus de... Mais il faut le marteler. Alors même si on l'explique, Séverine Poncet-Olivier, peut-être qu'il faut, il y a peut-être une distinction entre l'espace scolaire, ce que vous disiez, on choisit, on publie, on montre pas forcément n'importe quelle caricature, et puis l'espace public des adultes, c'est pas tout à fait le même domaine. Alors, c'est-à-dire que je suis pas sûre de comprendre la question. Je vais dire par là, non, mais autant on peut, dans le domaine qui est celui des adultes, Charlie Hebdo publie des caricatures qu'il a envie de publier, et c'est normal. Peut-être que quand on enseigne qu'est-ce que c'est une caricature, on choisit, c'est-à-dire qu'on n'est pas tout à fait dans le même domaine, on n'est pas obligé de montrer ce que vous disiez, hein, d'ailleurs, toutes les caricatures qui sont publiées.
Oui, alors la caricature ne se réduit pas à Charlie Hebdo, hein, loin de là. Non, bien sûr. La Ah oui, non, il y a caricature a une Louis-Philippe, au histoire poire, ça existait depuis longtemps. voilà. Et justement, l'éducation nationale ou le Clémy met à disposition des enseignants des tas de ressources pour contextualiser. Parce que en éducation média à l'information, en éducation morale et civique, on lance pas comme ça un concept sans aucun contexte. C'est-à-dire que quand on dit que les enseignants doivent partager les valeurs de la République, c'est pas simplement les expliquer, c'est les faire vivre. Quand on n'explique pas l'égalité. On fait vivre l'égalité. On n'explique pas la liberté d'expression, on la fait vivre. Donc, la faire vivre, eh ben, c'est expliquer que on peut débattre, en quoi le débat va permettre d'arriver à penser plus loin, à se construire sa propre représentation du monde et sa propre représentation des idées. Et sur les supports, on fait totalement confiance aux enseignants pour qu'ils soient en mesure de choisir des supports qui sont adaptés et à l'âge de leurs élèves et à leur progression d'enseignement. Voilà, ça c'est quelque chose qui est incontestable sur leur légitimité à choisir ces supports. Et justement, en tant que préfet délégué de l'égalité des chances, on sait bien que tous les lieux d'apprentissage, toutes les écoles, on ne peut pas enseigner la même chose forcément, même si la laïcité oblige à ce qu'on enseigne le même enseignement partout. Je veux dire, il y a des procédures qui sont différentes selon les quartiers, non? Selon les écoles. Alors, je ne suis pas compétent en matière D'éducation, d'enseignement. Là, c'est mais une vous compétence. connaissez bien les quartiers, c'est pour ça. Je connais bien les quartiers. Je peux que m'inscrire dans ce qui a été dit. Il faut faire confiance aux enseignants qui sont en première ligne, au contact avec leurs élèves, qui ont la formation, les outils pédagogiques et la capacité à permettre le discernement. Il faut leur faire confiance. Et puis, il faut les soutenir derrière. C'est-à-dire quand les choses deviennent difficiles, et vraiment, il y a tout un travail qui a été entrepris par l'Éducation nationale, notamment sur ces dernières années, pour renforcer le soutien aux enseignants dans ces affaires difficiles. Mais précisément quand c'est difficile, précisément dans les quartiers sensibles, il ne faut pas éluder ces questions parce que ce serait trop compliqué à aborder. Donc, il faut aborder ces questions, évidemment adaptées à l'âge des élèves, adaptées à ce qu'ils sont en mesure de comprendre. Il ne s'agit pas non plus de délivrer un discours qui serait inapproprié. Et puis il faut soutenir les enseignants dans la délivrance de ce message. Mais on a vraiment besoin d'eux. Ils sont, et c'est pour ça que cet attentat nous a si tous marqués, ils sont des gardiens et des vigies importantes des valeurs républicaines. Et nous avons besoin d'eux, particulièrement dans les territoires en politique de la ville. Catherine Reynaud, alors les villes sont compétentes en matière d'école, de primaire. Vous avez eu des retours, vous, d'enseignants après cet horrible crime ou... Oui, j'ai été en contact avec beaucoup d'enseignants, de directeurs ou directrices d'école, les principales des collèges. Oui, c'était plus que nécessaire. D'abord parce qu'on avait une rentrée à préparer, même si les enseignants étaient en vacances. Mais parce que je savais que ça allait être lourd à porter pour tous. Moi, j'ai une confiance absolue dans les enseignants. On n'enseigne pas pareil partout, mais on a le même objectif. Absolument, c'est ce que je voulais. Comme quand on est parent, on fait de l'éducation différente selon ses enfants. Parce que chacun, selon son âge, sa perception, sa personnalité, voilà, les moyens utilisés pour obtenir l'objectif sont différents. Mais les enseignants s'adaptent, c'est aussi leur grand savoir-faire, c'est de s'adapter selon leur public pour arriver au même objectif, c'est-à-dire faire partager ces notions républicaines. Séverine Poncet-Olivier, justement, le Clémy, je crois qu'il y a une classe à Chanteloup, me semble-t-il. Est-ce que, avec les enseignants qui s'occupent de ces classes, vous avez des discussions pour savoir, selon les lieux, comment on enseigne, même si, comme le dit Madame le maire, il faut que l'objectif soit le même partout? Alors nous, oui, quand on forme les enseignants, évidemment, ils vont nous poser la question, oui, mais moi, avec mes élèves, je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça. Donc évidemment, on leur donne des pistes pour aborder différemment, selon l'âge des élèves, selon le contexte socio-culturel, économique, éducatif dans lequel ils sont. C'est ce qu'on appelle de la différenciation pédagogique, tout simplement. Donc les enseignants sont ceux qui connaissent le mieux leurs élèves, sont ceux qui connaissent le mieux leur classe et comment fonctionne leur classe. Donc à partir
de quelque chose à transmettre, ils savent généralement quoi utiliser et comment l'utiliser pour parvenir, comme disait Madame Marino, à leur objectif. Alors, C'est la base de leur métier. absolument. Et ils le font avec beaucoup de passion et d'abnégation souvent. Eh bien, on va passer maintenant justement, on va continuer dans l'éducation avec ce qui va naître à Chanteloup-les-Vignes, qui sera peut-être la première en France. Ce sont les cités éducatives. Alors, parlons de cette cité éducative de Chanteloup-les-Vignes, cité Simone Veil, hein. Oui. C'est un projet extrêmement ambitieux parce qu'il lie à la fois le projet éducatif et un projet urbain. C'est ça. Je pense que c'est d'ailleurs sa particularité. Parce que la cité éducative de Chanteloup, avec ce label-là, n'est pas la première, n'est pas la dernière non plus. Le grand projet cité éducative, on l'avait travaillé, réfléchi il y a relativement longtemps sur le plan urbain, parce que c'était un projet qu'on avait déposé, la ville l'avait déposé en 2016 à l'Agence de rénovation urbaine. Mais la labellisation cité éducative sous cette forme-là, c'est-à-dire le savoir-faire ensemble, c'est, rappelez-vous, issu du plan Borloo, qui avait été travaillé de la commission Borloo. Absolument, qui avait été travaillé entre autres avec la ville de Grigny, qui était porteuse d'un projet éducatif extrêmement. Une expérience, hein, c'est ça. D'une expérience, absolument. Et alors à Chanteloup-les-Vignes, oui, c'est deux choses dont le projet éducatif est au service du projet urbain, ce qui est assez rare. Généralement, vous savez, quand on travaille un projet de renouvellement urbain et qu'on fabrique un nouveau lieu d'école, de scolarité, donc primaire, maternelle, même collège, on fabrique le lieu, même en travaillant dans le cahier des charges avec beaucoup d'enseignants, mais on fabrique le lieu et après on y intègre le projet. Là, on a voulu faire dans l'autre sens, non pas à l'envers d'ailleurs, à l'endroit, mais dans l'autre sens, ce qui est à la fois plus compliqué, mais dont on est sûr que ça garantit la réussite pour plus longtemps. Donc l'idée, c'est accompagné d'une équipe qui s'appelle Indivisible, hein, qui a un vrai savoir-faire pour faire partager une ambition, un projet. Depuis janvier 2019, les enseignants, les parents, les membres des associations, le personnel municipal périéducatif et les enfants et les jeunes travaillent sur un projet qui est comment on mutualise et comment on fait une éducation ensemble, en prenant le principe que l'enfant de 3 ans à 16 ans, puisque c'est la fin d'un collège chez nous. Oui, c'est ça, de la maternelle au collège. Du début de la maternelle au collège, en y incluant tout le temps, c'est-à-dire du matin au soir, que ce soit les jours scolaires ou les jours non scolaires, comment on peut porter, nous les adultes, autour de lui, un projet global et unique jusqu'à la fin de sa sortie à 16 ans, et comment on peut le faire ensemble avec chacun ses compétences et ses particularités. Et de ce projet-là, qui a été travaillé donc pendant plus de 8 mois, a été écrit, ça a donné lieu à un cahier des charges qui s'est imposé pour un concours d'architectes, et les architectes ont fait un concours en fonction de ce qui avait été proposé par l'ensemble des adultes du territoire. Et maintenant, ce projet, c'est un projet d'architecte qui a ceci de particulier, c'est qu'il n'est pas figé. Le concours a eu lieu, l'architecte est retenu. Et l'architecte va continuer pendant les 3 ans à venir, à continuer à travailler, à élaborer ce projet pour être au plus près de la demande et de la mutualisation et du projet des enseignants, des parents et du pérééducatif. Oui, c'est un projet ambitieux, je disais. Je crois que le montant, c'est à peu près 15 millions d'euros. C'est hein. Ça. À qui ça s'adresse? Qui va aller dans ces cités éducatives? Il y a des concours, comment ça se passe? Non, voilà d'où on vient. Pourquoi on l'a fait? Parce qu'on s'est aperçu que la formule qu'on avait proposée depuis des années de lutter contre l'échec scolaire était exactement ce qu'il fallait abandonner. Et il fallait prendre les enfants tels qu'ils étaient, en essayant de découvrir leurs compétences et en essayant de en les faisant travailler pour leur réussite. Et donc, alors que ce que vous condamniez, c'était quoi? Mais je ne condamnais pas parce que je l'ai porté pendant très longtemps. Mais la lutte contre l'échec scolaire, ça n'est pas du tout la même façon de faire. La lutte contre l'échec scolaire, c'est prendre l'enseignement qui est fait pour tous et de dire comment nous, on peut compléter avec des dispositifs particuliers, des moyens particuliers pour faire rentrer l'enfant dans cet enseignement prévu pour tous. Là, le travail pour la réussite individuelle et collective, c'est comment on développe et on arrive à trouver la compétence de chaque enfant pour faire travailler un projet commun. Donc,
Voilà, donc il a été défini un certain nombre de compétences qui nous paraissent un peu évidentes, mais après, la compétence de chaque enfant sera regardée sans doute avec beaucoup plus d'attention, mais il y a une vraie volonté en plus de tous ces acteurs de travailler ensemble, chacun dans son savoir-faire, mais en prenant toujours appui sur le savoir-faire de l'autre. Et je vais vous dire, on a eu le premier exemple, alors la cité éducative, on me dit, est-ce que vous êtes sûr que ça va marcher? On n'est jamais sûr de rien, hein. Mais on sait que le projet, enfin tous les projets précédents n'avaient pas été des garants de succès. Oui. Mais on a vu un premier fait réel, c'est qu'on a eu un confinement. On a eu un confinement, donc nos enfants ont été exclus, comme tous, du milieu de scolarisation. Et les enseignants n'avaient pas beaucoup plus, un peu plus, mais pas beaucoup plus de moyens pour faire de l'éducation virtuelle. Sauf qu'il y avait, dans notre territoire, il y avait eu plus d'1 an de travail en commun, plus d'1 an de connaissance des uns et des autres, plus d'1 an de confiance, parce que le mot confiance n'est pas rien, hein, de confiance des uns. Et donc les enseignants, les directeurs, les principaux se sont appuyés sur tous les acteurs du territoire pour aller rechercher telle famille, pour aller voir tel enfant, pour aller essayer d'accompagner les difficultés et du coup de continuer à porter un projet ensemble, alors que tout semblait arrêté. Et les enseignants, les principaux nous le disent, les directeurs d'école nous le disent, il y a un certain nombre d'enfants qui ont été en fait continués à être enseignés grâce à cette espèce d'entourage global et local. D'ailleurs, le projet, si j'ai bien compris, associe aussi les familles. Ah, mais c'est obligatoire. Le trépied. Comme vous dites, il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de. Le premier éducateur, ça reste le parent. Ouais. Ça n'est pas lui qui fait l'enseignement, c'est lui qui fait une grande partie de l'éducation. Donc le parent, il doit être conforté dans son rôle d'éducateur. Il doit être aussi en capacité de dire, d'accompagner son enfant. Donc il faut qu'il y ait la solidarité de tous les adultes autour de son enfant, la volonté et la solidarité. Le parent, c'est un des trépieds obligatoires. Monsieur le préfet. Quelques mots rapidement en complément de ce que vient de dire Madame le maire sur les cités éducatives. Oui. Les cités éducatives, c'est un programme de l'État qui consiste à aider les écoles dans les quartiers les plus en difficulté en créant autour de ces écoles tout un écosystème d'associations qui vont venir, d'associations et d'acteurs qui vont venir au soutien des parents, des élèves et des enseignants pour la réussite des enfants. Il y a 80 cités éducatives qui ont été labellisées au plan national, 4 sur le territoire des Yvelines. Et il y en aura 40. Les 3 autres Les 3 autres, c'est Trappes, Mantes-la-Jolie et Les Mureaux. Et puis, il y en aura 40 autres qui vont être labellisés au 1er janvier 2021. Donc, on travaille à une extension, et c'est un gros projet. Et c'est la première fois depuis longtemps, je crois, que l'État réinvestit autant d'argent dans le fonctionnement des associations dans les quartiers. Et il le fait autour de l'école. Parce qu'on sent bien que l'école, c'est le centre de là où la réussite dans les quartiers peut naître. À Chanteloup, c'est un programme qui est encore plus particulier, si j'ose dire, qui est unique pour le coup, enfin à ma connaissance, c'est que la cité éducative, comme l'a très bien dit Madame le maire, s'inscrit dans un projet architectural. C'est-à-dire que non seulement il va y avoir ces groupes d'associations qui existent, qui interviennent auprès de l'école, mais ce sera dans un lieu unique. Un lieu adapté à ce mode de fonctionnement. Donc c'est vraiment un projet pilote, un projet unique au plan national qu'on regarde avec beaucoup d'intérêt et qui s'accompagne donc de toute une dynamique de rénovation urbaine qui est subventionnée également par l'État, accompagnée par l'État pour faire en sorte que cette cité éducative à Chanteloup soit une école expérimentale qui offre le meilleur service aux enfants en politique de la ville. Souvent, les enfants en politique de la ville, on a l'impression qu'ils ont eu un peu une école au rabais. Et là, ce sera l'inverse. Ils auront une école de l'excellence, une école du meilleur service, mais adaptée à leurs besoins, adaptée à leurs spécificités. En tout cas, c'est un pari formidable et on est vraiment ravis d'être partenaire de la mairie de Chanteloup pour le monter. C'est un projet optimiste parce qu'au fond, c'est l'idée de dire qu'il y a de l'excellence chez chacun. Oui, c'est d'aller chercher l'excellence chez les élèves. Hein. C'est un constat. C'est un constat. Mais quand vous disiez parfois l'échec scolaire, c'est vrai qu'on l'a traité peut-être différemment et que certains élèves se sont trouvés exclus du système scolaire. Donc il faut procéder autrement. C'est ça. C'est qu'au fond, il y a un espoir chez chacun des élèves. C'est formidable. Oui, c'est un regard. C'est sans doute un regard différent, mais moi je suis absolument persuadée que c'est pas parce que nos enfants naissent dans une ambiance extrêmement contrainte, extrêmement difficile,
que naturellement, ils n'ont pas les mêmes compétences à la naissance qu'ailleurs. Donc le rôle de la société, de la micro-société qu'est la ville, c'est d'arriver à travailler sur les compétences des enfants parce qu'elles existent, on est sûr qu'elles existent, simplement elles ne peuvent pas être mises en valeur dans un contexte normal tel qu'il était jusqu'à présent. Donc c'est vrai que c'est à la fois être réaliste et être optimiste. Être optimiste parce qu'il faut être convaincu que tout le monde sera dans cette logique-là et l'ensemble des partenaires travailleront, essaieront d'essayer d'en sortir le meilleur. Mais en fait, c'est ce qui se passe. À partir du moment où la confiance s'est exercée, s'est développée entre les différents acteurs, en fait, chacun, faisant confiance à l'autre, arrive à savoir ce que l'autre peut lui proposer pour améliorer à la fois son savoir-faire et son action. Et c'est assez, moi je trouve que c'est assez enthousiasmant. On l'a vu dans les derniers comités de pilotage, on l'a vu parce que les principales de collège, les enseignants sont assez enthousiastes. Je vais vous donner un exemple. Ce qu'on voit comme grande difficulté dans nos quartiers, c'est l'extrême turnover des enseignants. Et c'est le fait que, surtout dans la région, dans l'Île-de-France, les enseignants qui viennent dans les quartiers en politique de la ville sont les plus jeunes et les moins préparés. Ils sont sans doute très volontaires, mais les moins préparés à avoir des conditions d'exercice peut-être un peu compliquées. Je faisais le conseil de classe de la fin de l'année, donc en juin. Et les enseignants m'ont dit, dans l'école qui va être concernée, donc qui va être démolie et reconstruite, les enseignants m'ont dit, vous avez vu, Madame la maire, aucun n'a demandé sa mutation cette année parce que nous voulons continuer à porter le projet éducatif. C'est-à-dire qu'en fait, les enseignants sont aussi contents d'être les acteurs de leur propre avenir, de l'avenir des enfants. Comme vous disiez, alors, il y a un concours, évidemment, il y a des enseignants de l'éducation nationale qui participent à ce projet, mais il y a d'autres associations, d'autres intervenants. Qui sont-ils en gros? Alors, en plus des parents, bien évidemment, parce que je veux vraiment les mettre dans le rôle essentiel. Il y a les familles, bien sûr. Il y a toutes les associations qui travaillent dans le champ périscolaire, aide aux devoirs, réussite éducative. Et puis, il y a tout ce qu'on appelle le périscolaire. Le périscolaire, c'est la prise en charge des enfants hors temps scolaire, pour généralement une socialisation, mais aussi parce que les parents travaillent et que les enfants ont besoin d'être pris en charge. Or, ce temps-là, ça n'est pas un temps de garde. En tout cas, chez nous, ça ne doit pas être un temps de garde. Ça doit être un temps de projet partagé, un temps sur lequel il se passe des choses pour continuer l'éducation de l'enfant. Séverine Poncet-Olivier, en tant qu'enseignante, ex-enseignante, si je peux dire, vous êtes aujourd'hui responsable du CLEMI, mais c'est évidemment des projets qui intéressent et qui doivent passionner les enseignants, ces cités éducatives. C'est assez nouveau. Oui, moi, déjà, à titre personnel, je trouve ça très enthousiasmant parce qu'effectivement, c'est un moyen de retisser des liens de confiance, de faire tomber des murs qui ont pu s'ériger entre l'école et les familles parce que voilà, chacun étant dans son propre milieu. Et justement, avant de répondre à votre question, le lien école-famille, je pense qu'il est indispensable de le retisser vraiment de façon très, très serrée, si je peux dire, pour pouvoir expliquer aux familles ce qu'on fait à l'école, que l'école, c'est le lieu de la connaissance, du savoir, et que les familles le comprennent et qu'on n'en vienne pas à heurter en fait des convictions qui sont là du domaine de la famille, le croire, les convictions religieuses, les convictions sociétales. Ça ne doit pas se heurter en fait, ça doit se mêler et se débattre et se comprendre, etc. Donc le fait de ne pas pouvoir communiquer en fait entre école et famille, c'est ce qui crée comme ça des sortes de radicalisation de pensée des uns des autres. Donc évidemment, ce projet des cités éducatives, pour nous, il est très enthousiasmant parce qu'il est porté par beaucoup d'acteurs différents qui ne sont pas que l'école, qui ne sont pas que la ville, qui ne sont pas que les associations. Il y a un vrai dialogue. Il est multithématique, c'est-à-dire qu'il porte sur la citoyenneté, la santé, enfin des tas d'autres axes. Et il y a vraiment une envie de tout le monde de travailler ensemble dans des territoires qui en ont vraiment besoin. Monsieur Sodini, je reviens à cette vieille formule de Victor Hugo, mais elle est toujours d'actualité. Ouvrez une école, vous fermerez une prison. Et oui, c'est un peu résumé, mais au fond, l'importance de l'éducation, du savoir, l'importance de l'éducation dans les quartiers, je l'ai dit, elle est première.
la grande force de la cité éducative, et ça a été souligné par tout le monde, c'est que, on le sait, dans les quartiers, l'une des difficultés qu'on peut avoir, c'est que les enseignants sont confrontés à de telles difficultés qu'ils peuvent avoir le premier réflexe de se replier sur eux-mêmes, de replier l'école sur elle-même. Et là, évidemment, ça devient dangereux parce que l'école ne peut pas résoudre des difficultés qui la dépassent. L'école, son rôle, c'est de transmettre un savoir. Ce n'est pas de résoudre des difficultés sociales. Oui, il ne faut pas lui demander des choses qu'elle n'est pas habilitée à ne sait faire. pas faire. Et la cité éducative, c'est justement essayer de lutter contre ça. C'est d'ouvrir l'école aux parents, aux problématiques de santé, aux problématiques d'accompagnement à la parentalité, aux problématiques évidemment de tout le périscolaire. Et c'est en faisant cela que l'on peut, je pense, aborder la situation de l'éducation dans les quartiers dans de meilleures conditions. En tout cas, les premiers résultats que l'on a, et également en termes de dynamique créée entre les acteurs, parce que ça, je crois que c'est vraiment très important, et comme Madame la maire l'a souligné, en termes d'appropriation par les enseignants de ce projet, montre qu'on est dans la bonne direction. C'est un apprentissage aussi de la citoyenneté, l'éducation. Absolument. Et de la citoyenneté de tous, c'est-à-dire que pour les enfants, certes, mais aussi pour les parents, enfin, la citoyenneté, c'est aussi faire partie d'un endroit, donc entre autres une ville, où on est tous acteurs de son avenir et dont on comprend mieux comme ça les grandes définitions de la République, d'autant plus facilement qu'on est acteur de son avenir et qu'on n'est pas contraint simplement de faire ou de ne pas faire. Ce qui est très intéressant dans notre projet, mais c'est pensé comme ça à d'autres endroits. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en fait, on ouvre l'école. Alors, ça fait très longtemps qu'on parle d'école ouverte et tout ça. Mais là, on l'ouvre physiquement. C'est-à-dire, même dans le projet urbain, le lieu scolaire sera un lieu ouvert pour l'école pendant le temps d'école, ouvert pour autre chose pendant le temps hors scolaire. Et il sera inclus une maison des parents, parce que les parents font complètement partie de ce dispositif, mais ils ont besoin d'être accompagnés, de faire un certain nombre de choses ensemble. Donc, une maison des parents, un lieu médiathèque, bibliothèque, et aussi un lieu de restauration pour enfants et pour enseignants, parce que c'est aussi le temps du partage. Le partage de temps, oui, absolument. Voilà. Et donc, l'idée que ça sera ouvert pendant, après, avant, c'est-à-dire que ça fait partie de la ville, je pense que ça aussi, ça peut décloisonner les esprits assez facilement. C'est vrai qu'on cloisonnait un petit peu, et M. Sony, vous le disiez, on disait l'éducation c'est l'affaire des familles, et puis le savoir c'est l'affaire de l'école, hein, en gros. Là, il s'agit un peu de décloisonner tout ça, et quand je parlais de citoyenneté, il y a les enfants, mais j'ai l'impression qu'aussi les parents, c'est important aussi, ils vont apprendre aussi la citoyenneté en participant à cet effort éducatif. C'est-à-dire qu'ils vont avoir l'occasion d'être citoyens. Voilà, ils ne vont pas seulement apprendre à l'être, on va leur donner l'occasion de l'être, c'est-à-dire de faire partie d'un projet de ville et d'un projet de vie. Alors, on va parler un petit peu de l'égalité des chances. On dit souvent l'ascenseur social est en panne. Est-ce qu'il est vraiment en panne ? La France a une caractéristique qui moi, me préoccupe, c'est qu'effectivement, beaucoup d'argent est investi pour l'égalité. L'égalité fait partie de notre devise républicaine et en même temps... Oui, il y a beaucoup d'argent qui est bien sûr, sur la politique de la ville, on ne peut pas dire que c'est... Alors, sur la politique de la ville, moi, je serais moins affirmatif. Mais beaucoup d'argent est donné pour redistribuer les revenus en France. C'est une caractéristique de notre modèle social et dont tout le monde, qui fait relativement consensus dans notre pays. Toutefois, quand on regarde les trajectoires, c'est-à-dire quand vous êtes né dans une famille pauvre, est-ce que vous accédez rapidement aux classes moyennes ou aux classes supérieures, on se rend compte qu'en France, on est plutôt un peu plus mauvais que les autres pays de l'OCDE. Et même ça s'est un peu dégradé. Alors oui, après, c'est pas une science. On regarde, je sais pas, les accès aux grandes écoles, par exemple, etc. Exactement. On a des difficultés, une forme de stratification de la société qui est plus forte chez nous qu'ailleurs, alors qui est forte aussi dans d'autres pays de l'OCDE. Il ne faut pas être exagérément négatif, mais la grande enquête en la matière qui fait référence disait qu'il faut 5 générations pour un enfant pauvre pour atteindre des classes moyennes en moyenne dans l'OCDE, il en faut 6 en France. Donc on serait un peu plus mauvais que la moyenne. Ça, pour nous, c'est une grande préoccupation parce que c'est une chose de savoir que vous n'avez pas énormément de revenus, mais de savoir que vos enfants vont être finalement dans la même situation que vous, sans perspective d'évolution, c'est ça qui crée du désespoir social. Donc lutter pour l'égalité des chances, c'est très important. Et ça repose sur, à mon sens, un triptyque sur lequel il faut qu'on soit performant. C'est l'éducation, on l'a mentionné. C'est l'emploi des jeunes, parce qu'en France, on a une caractéristique qui explique beaucoup cette situation, qui est qu'on a un chômage des jeunes qui est trop fort.
Et puis c'est la lutte contre les discriminations. On a quand même des jeunes qui, en fonction de leur couleur de peau, de leur quartier d'origine, de la consonance de leur nom, vont pouvoir faire l'objet de discrimination. Et donc ça, c'est important également de lutter contre ces 3 aspects. Et si on y arrive, alors je sais pas, ça prendra du temps. Ça prend du temps, évidemment. Ça prendra du temps, mais en tout cas, si on se fixe ça comme objectif, et les cités éducatives en font pleinement partie, oui, absolument. on peut réussir à réduire ce temps nécessaire pour gravir l'escalier ou monter dans l'ascenseur social. Oui, vous donnez des délais, enfin, pour essayer d'améliorer, ou c'est compliqué Non, on peut pas se donner des délais sur des choses aussi complexes. On peut se donner des objectifs. Je pense que voilà, il faut se donner des objectifs d'avoir des cités éducatives dans un très grand nombre de territoires. On peut se donner des objectifs de réduire le chômage des jeunes. Voilà, on peut se donner des objectifs intermédiaires. Après, l'ascenseur social, il repose aussi sur une dynamique économique, sur la situation globale d'un pays. C'est plus difficile de s'y engager, en tout cas à mon modeste niveau. Alors, il y a un autre peut-être facteur, on va conclure l'émission en parlant de ça, et vous l'avez fait beaucoup à Chanteloup, c'est la rénovation urbaine. Alors, vous avez mené une grande politique de rénovation urbaine chez vous, hein? Oui, un premier programme fini dans sa totalité, même un peu plus, je crois, qui a consisté à démolir pour refaire une vraie ville, c'est-à-dire une ville dans laquelle on passe, dans laquelle on se sent libre, protégé, mais surtout pratiquement 100% de réhabilitation du logement social. Et ça me paraissait, mais ça nous paraissait absolument indispensable. On ne pouvait pas continuer à laisser vivre les gens dans des conditions qui n'étaient absolument pas respectueuses du fait qu'ils payent un loyer, que c'est du logement social certes, mais qu'ils payent un loyer, qu'ils doivent avoir à la fois le respect de l'endroit où ils habitent et l'envie d'y rester ou l'envie de bouger, mais simplement avec sa propre liberté, sans la contrainte. Donc il y a eu une énorme rénovation urbaine. Il y a eu aussi des équipements publics qui ont été créés dans le cadre de cette rénovation urbaine. C'est très important aussi parce que ça s'est dit un peu partout, mais dans la rénovation urbaine, on imagine aussi que le beau doit pouvoir se construire ici comme ailleurs. La notion du beau, qui est une notion très relative, on est d'accord, mais qui est quand même très intéressant à partager. Donc on a eu des équipements publics à la hauteur des besoins et des envies qu'on avait pour les habitants. Là, on est dans un deuxième programme de renouvellement urbain là, qui est maintenant validé et signé par tous, et qui est bien évidemment autour de la cité éducative, parce que ça va faire un projet énorme sur l'ensemble du projet, mais pas que, qui va permettre à la marge aussi de continuer à amener ce qu'on appelle la mixité sociale. En fait, la mixité sociale, c'est quoi ? C'est qu'un territoire ne peut pas être exclusivement porteur de logement social ou porteur d'habitation. Il y a des endroits où il y a 70-80% de logements sociaux. La ville de Chanteloup-les-Vignes avec 82% de logement social avant les premiers projets. Ouais. Ça n'est pas possible, on ne doit pas être monolithique comme ça en fait. Bien sûr. Il doit y avoir dans une ville toutes les capacités de se loger, de tous les niveaux, et puis surtout les habitants doivent pouvoir avoir eux-mêmes d'autres possibilités de se loger s'ils veulent rester dans la ville. Ça s'appelle le parcours résidentiel. Donc l'idée, ça a été pas seulement de démolir, ça a été aussi de construire des logements adaptés pour une population qui a envie de devenir propriétaire, celle de chez nous. Très clairement, à Chanteloup-les-Vignes, le ciblage, c'était ces jeunes parents qui achetaient pour la première fois, qui avaient 1 ou 2 enfants, qui avaient envie de s'implanter. Donc il y aura d'autres constructions qui sont faites comme ça se fait un peu partout en France maintenant, dans le cadre d'une mutation-reconstruction, c'est-à-dire qu'on ne va pas s'étendre. On protège les territoires qui sont actuellement non bâtis. On va reconstruire sur des endroits qui sont déjà construits, mais pas obligatoirement de bonne qualité, de façon à refaire la ville sur la ville, et surtout petit à petit à faire ce à quoi je suis très attentive, moi, dans une ville où il y a quasiment que du logement social. Les gens viennent dans le logement social pas parce qu'ils l'ont choisi, cette ville, parce qu'on leur a proposé et que souvent ils n'ont pas eu d'autre choix. Et donc je voudrais qu'à un moment donné, la ville de Chanteloup soit la ville où on choisisse de venir à 100% et non pas où on a été contraint. Parce que quand on est tous volontaires de vivre ensemble, eh bien, de vivre dans le même lieu, ça permet effectivement plus facilement le vivre ensemble. En plus, il y a eu quelques dommages collatéraux, si je peux dire. Ça a dérangé, quand il y a eu cette rénovation, certains trafiquants, etc., qui n'étaient pas très contents. Je cite une phrase de Valérie Pécresse, M. Sedini. Concentrant trop de détresse sociale, certains quartiers populaires sont au fil du temps devenus de vrais ghettos.
Vous constatez ça? Mais on constate Encore, surtout les c'est ce efforts que disait qui sont faits, et Madame la maire les soulignait, Madame la pour maire. éviter cette situation. C'est-à-dire, depuis la création de l'ANRU, qui a été une réforme, je crois, d'une profonde intelligence et d'une profonde adaptation aux besoins, on démolit des tours, on en rénove d'autres, on crée de la mixité pour justement éviter cette constitution de ghetto. Or, c'est un travail qu'il faut continuer, qu'il faut poursuivre, parce que tout n'a pas pu être fait dans la période précédente, et donc c'est pour ça qu'il y a un nouveau projet de rénovation urbaine qui se met en place et qui va donner des résultats à Chanteloup dans les années qui viennent. Mais notre travail, le travail de l'ensemble des acteurs publics, c'est d'éviter la constitution de ghettos, et là où ils existent, de créer les conditions pour créer de la mixité sociale et donc déghettoiser en quelque sorte les quartiers en politique de la ville. C'est très important de le faire parce que, et on fait un lien avec un thème d'actualité, là où il y a des ghettos, c'est souvent là où se créent les conditions de ce qu'on appelle aujourd'hui le séparatisme. L'islamisme radical, c'est vrai. Exactement. Il y a certains intervenants dans les quartiers qui disent mais on s'y prend trop tard. Ça va être la conclusion que je vais vous demander. Vous pensez qu'il y a encore... non, on peut encore agir. Il faut agir. Il faut agir. Après, il y aura toujours des commentateurs pour dire est-ce que c'est trop tard, est-ce que c'est pas assez. Mais il faut agir. Nos quartiers en ont besoin. Et on peut agir pour améliorer la situation dans les quartiers. Catherine Hérédou, sur ce... Comme on ne peut pas refaire le passé, je ne vais pas essayer de le refaire. Ce qu'il faut, c'est faire l'avenir. Et de toute façon, ce qui n'a pas été fait avant, effectivement, c'est dommageable. Mais ce qu'on fait maintenant, je trouve qu'on le fait mieux, avec plus d'intelligence, plus de respect des populations et plus de respect aussi de ce qui est l'environnement, l'écologie, l'environnement. Parce qu'il faut aussi qu'on ne se contente pas de faire de la démolition-reconstruction. Il faut aussi qu'on prépare une façon de vivre ici, dans nos quartiers comme ailleurs. Et les cités éducatives en sont un Absolument. des moyens. Merci infiniment Catherine Hérédou, merci infiniment Raphaël Sodini. Je vous rappelle que vous êtes préfet délégué à l'égalité des chances. Et merci beaucoup Séverine Poncet-Olivier. Et on aura l'occasion de reparler évidemment du travail formidable que vous faites avec le CLEMI. Merci à tous les trois et à très vite pour un nouveau numéro de PAF.